Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À la mémoire de mes parents. À mon épouse et à mes enfants. À la mémoire de mon ancien professeur et ami Benjamin Pinto Boule, précurseur de l'enseignement du portugais au Sénégal. Mon souvenir éternellement attaché. Citation. Le monde de la littérature est un monde triste. Grazia Maria Saviotti, cité par Fernando Namora. In postface à Otrigo e o Joio, roman 12e édition 1974. Préface. Par le prof Étienne Texera, Faculté des Lettres, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est connu, les îles du Cap-Vert sur le plan climatique souffrent énormément de la sécheresse. Aussi est-il heureux que M. Ahmed Kébé ait consacré une étude sur cette question lorsqu'il traite précisément de la problématique de la sécheresse dans la littérature des îles du Cap-Vert. Ce thème, qui se révèle comme l'objet d'une histoire ou d'un sujet, a longtemps préoccupé un certain nombre d'écrivains capverdiens, romanciers ou poètes, du moins jusqu'en 1958. Il a, pour ainsi dire, constitué une source d'inspiration pour ses auteurs, tant à travers différents courants que différentes revues littéraires qui ont marqué l'horizon culturel des îles créoles. M. Ahmed Kébé a tenté dans un premier temps d'évoquer et de dégager les conditions historiques et les structures géographiques qui ont permis et favorisé l'émergence de l'homme capverdien. Puis il a essayé de délimiter et de caractériser, sur le plan physique et climatique, l'espace insulaire qui a servi de cadre et de support à la littérature de l'archipel, une littérature fortement déterminée par le réalisme paysagiste. Les différents cycles des sécheresses et des famines qui se sont succédés à des cadences plus ou moins régulières dans les îles ont entraîné dans la société de nombreux bouleversements et traumatismes, donnant lieu à une sorte de transformation du subconscient collectif du peuple capverdien. Il convient de préciser que, dans leur démarche, les auteurs capverdiens se sont en partie inspirés des modèles littéraires de l'ancienne métropole qu'était le Portugal, ainsi que du réalisme brésilien des auteurs du Nordeste. Ce qui explique ce phénomène, c'est d'abord le même type de formation humaine dans les deux sociétés, ensuite la même nature physique, aride et désertique qui caractérise le climat des deux pays. M. Kébé a mis en exergue la conséquence socio-économique de la sécheresse qu'est l'émigration, ces deux thématiques expliquant par ailleurs l'originalité et le caractère typiquement régionaliste de la littérature capverdienne dans le contexte colonial portugais de l'époque. Mais force est de reconnaître que cette prise de conscience n'apparaît réellement que dans les années 50, laquelle révèle d'une certaine manière l'amorce du mouvement de libération nationale dont la littérature a été précisément le révélateur. Le parallèle entre la production littéraire des îles du Cap-Vert, axée essentiellement sur la question de la sécheresse et de l'émigration, et les littératures des autres pays lusophones d'Afrique, marquées par la recherche de la revalorisation de l'identité culturelle du noir et de l'indépendance nationale à travers le mouvement de la négritude, fait que, d'une part, il existe une certaine convergence thématique et un caractère profondément engagé de ces deux types de littérature et que, autre part, la dimension culturelle noire qui apparaît comme constitutive de l'identité capverdienne ne se perçoit pas facilement chez les écrivains de l'archipel. De ce point de vue, et pour reprendre les termes de Gilberto Frère, le capverdien est plutôt placé dans une situation d'incaractérisation et d'instabilité culturelle. Pour en revenir à la problématique de la sécheresse, M. Kébé l'aborde aussi bien dans le domaine de la poésie que dans celui de la fiction chez les écrivains capverdiens. Les sous-thèmes évoqués sont variés. Il s'agit entre autres de la sécheresse comme déterminisme, de la pluie comme moyen de salut, de l'espoir dans un monde meilleur. M. Kébé a eu le mérite, dans son ouvrage, de bien cerner la problématique de la sécheresse dans la littérature des îles du Cap-Vert, ce qui permettra au lecteur d'être bien au fait de cette triste réalité, avec tout de même l'espoir que la situation reviendra sous peu à la normale. Introduction. La littérature des îles du Cap-Vert, dans ses différentes composantes, poésie, fiction, contes, nouvelles, etc., est essentiellement constituée, du point de vue du contenu, par une production où émerge et s'impose le thème de la sécheresse. Si par définition,
Le thème se révèle dans une œuvre romanesque ou poétique comme l'objet d'une histoire ou d'un sujet, qui revient sans cesse, devenant ainsi une préoccupation constante, une obsession, sous la plume de l'écrivain ou des auteurs qui soulèvent cette problématique. C'est bien cette donnée socio-économique, la sécheresse, que reflète dans presque toute sa globalité depuis sa jeunesse jusqu'en 1958 la littérature de cet archipel. Cette caractérisation physique de la société capverdienne a ainsi constitué l'axe fondamental autour duquel l'unanimité s'est faite, la source d'inspiration commune des différents courants et des différentes revues littéraires qui ont marqué l'horizon culturel des îles créoles, malgré les divergences esthétiques et idéologiques qui ont pu opposer parfois les trois principales générations des écrivains, celle de Claridad, 1936, celle de Certeza, 1944, et celle du Suplemento Cultural, 1958. Tenter l'étude de cette thématique nous impose, d'abord, du point de vue méthodologique, certaines considérations préliminaires qui nous permettront d'éclairer l'importance de la sécheresse dans la production littéraire capverdienne. Il s'agira donc, d'une part, d'évoquer et de dégager avant l'analyse proprement littéraire du thème, les conditions historiques et les structures géographiques qui ont permis et favorisé l'émergence de l'homme capverdien, et d'autre part de délimiter et de caractériser sur le plan physique et climatique, l'espace insulaire qui a servi de cadre et de support à la littérature de l'archipel, une littérature fortement déterminée par le réalisme paysagiste. Nous mesurerons ainsi, en remontant en amont comme en descendant en aval dans l'histoire géophysique et socioculturelle, l'originalité de la formation de la population capverdienne et le statut particulier que celle-ci détenait dans le cadre de l'administration coloniale portugaise en Afrique, nous expliquerons mieux par là la naissance précoce d'une élite métisse qui a pu cultiver les lettres. Nous verrons comment les différents cycles des sécheresses et des famines qui se sont succédés à des cadences plus ou moins régulières dans les îles, entraînant dans la société des bouleversements et des traumatismes, ont été perçus et incorporés, notamment à partir de 1935 à 1936, la tendance ayant cependant commencé à la fin du XIXe siècle par les différents écrivains capverdiens. C'est pourquoi nous avons jugé utile, pour montrer l'importance que cette thématique allait avoir plus tard dans la production littéraire capverdienne, de dresser le tableau évaluatif, à défaut d'être exhaustif, des nombreux cataclysmes qui ont jalonné l'histoire de l'archipel. C'est dans cette perspective qu'il faudra percevoir la partie de notre exposé consacrée à ce fléau et intitulée « Les cycles de sécheresse et les grandes famines », car le souvenir de ces nombreuses crises a profondément marqué le subconscient collectif du peuple capverdien. Sur le plan strict du comparatisme littéraire, il y a eu rupture, dès l'apparition du premier modernisme, celui de Claridad, 1936, avec la tradition remontant à la fin du XIXe siècle, qui consistait à imiter les canons et les modèles littéraires de l'ancienne métropole, le Portugal, et convergence d'idéal avec le réalisme brésilien des auteurs du Nordeste. Les explications de ce phénomène procèdent de raisons multiples, dont deux s'imposent principalement à nous. C'est d'abord le même type de formation humaine dans les deux sociétés, ensuite la même nature physique, aride et désertique, qui caractérise le climat des deux pays. C'est pourquoi, les écrivains capverdiens dans la quête de leur identité nationale, le projet littéraire consistant pour eux à mettre l'accent sur la revalorisation de tous les aspects constitutifs de leur société, aussi bien physiques que culturels, ont tourné leur regard vers le Brésil qu'ils ont pris comme référence. C'est qu'ici aussi, la sécheresse, donnée physique de la région septentrionale de ce pays latino-américain, avait fourni toute une source d'inspiration à nombre de poètes et de romanciers. En 1935 à 1936, il y a donc eu une mutation fondamentale dans la littérature des îles du Cap-Vert, surtout dans la poésie, ce genre demeurant prédominant par rapport à la fiction. Le thème de la sécheresse, avec sa conséquence socio-économique, c'est-à-dire l'émigration, seront les deux éléments nouveaux qui introduiront une innovation dans le mode d'écriture et qui marqueront une différence par rapport au courant traditionnel antérieur, dominé encore par école romantique de fin de siècle. La thématique de la sécheresse et de l'émigration explique aussi l'originalité et le caractère typiquement régionaliste de la littérature capverdienne dans le contexte colonial portugais de l'époque. À un autre niveau du comparatisme littéraire, par rapport aux anciennes colonies portugaises d'Afrique, Angola, Mozambique, Sao Tomé et Principe, Guinée-Bissau,
le Cap-Vert a été le seul pays à avoir privilégié l'usage de ce thème. Si l'on écarte le fait que ces entités territoriales ne sont pas confrontées comme le Cap-Vert à cette calamité physique, la sécheresse, il faut reconnaître néanmoins qu'à l'heure où cette ancienne dépendance portugaise était en plein modernisme littéraire et en pleine révolution culturelle, bien qu'ici, comme en Angola et au Mozambique, les premières manifestations littéraires remontent au milieu du XIXe siècle, le privilège de l'écriture était au départ dans ces deux pays le monopole d'Européens nés dans ces contrées. C'est ce phénomène imputable peut-être en partie au faible niveau d'instruction des Africains qui explique et justifie le retard de l'éclosion d'une véritable conscience nationale ou nationaliste dans la littérature de ces deux pays. Cette prise de conscience n'apparaîtra que dans les années 50 où l'on verra poindre un véritable mode d'écriture assumé par des Africains qui puisent ces thèmes dans la glorification de l'homme noir et de la terre natale. C'est déjà là l'amorce du mouvement de libération nationale dont la littérature a été le révélateur. Ainsi, en Angola, la phase décisive se situe en 1948 avec le Movimento dos Jovens Intelectuais de Angola, sous le slogan Vamos descobrir Angola, mouvement précurseur de la revue Mensagem, Luanda 1951-1952, autour de laquelle se rassemblent de grandes figures comme celle d'Agostinho Neto, Viriato da Cruz, Antonio Jacinto, Mario Pinto de Andrade. Ce sont ces auteurs qui élaborent une littérature authentiquement angolaise, en même temps qu'ils jettent les jalons du parti pour la revendication nationale. Au Mozambique aussi, c'est vers cette décennie de 50, avec précisément Noémia de Souza, en 1949, que la vraie littérature nationale voit le jour, culminant en 1952 avec la publication du conte Godido e Outro Contos de João Dias, qui évoque la souffrance de l'homme noir sous la colonisation portugaise. Si en Guinée-Bissau, on a assisté à un vide littéraire dû à l'absence de structure d'enseignement sous l'administration coloniale portugaise, à São Tomé et Príncipe, après une phase d'aliénation littéraire marquée par la personnalité de Caetano da Costa Alegre, Inverso, 1919, où le poète projette ses fantasmes de noirs perçus par l'idéologie coloniale marquée par le racisme, le renouveau littéraire n'interviendra qu'U', avec essentiellement Francisco José Tenreiro, Inila de Nom Santo en 1942, le premier poète de la négritude d'expression portugaise. Bien que métis, celui-ci se découvre nègre, il proclame et assume son ambivalence d'homme partagé entre deux cultures. Ce parallèle entre la production littéraire des îles du Cap-Vert, que nous avons défini comme tellurique, la sécheresse et l'émigration étant au centre des préoccupations des écrivains, et les littératures des autres pays lusophones d'Afrique, marquées par la recherche de la revalorisation de l'identité culturelle du noir et de l'indépendance nationale à travers le mouvement de la négritude, nous amène à poser deux séries de questions. C'est d'abord la reconnaissance d'une certaine convergence thématique et du caractère profondément engagé de ces deux types de littérature, au milieu de la décennie 50, partageant le même idéal, poètes et romanciers capverdiens, angolais, mozambicains, sao-toméens, qui avaient été formés à la même école à Lisbonne et avaient milité dans les mêmes structures d'organisation, comme la Casa dos Estudantes do Império, conjuguent leurs efforts et mettent leurs écrits au service de la cause commune, la libération de leurs pays respectifs. La deuxième question que nous soulevons, ou plutôt la constatation à laquelle nous aboutissons, dans l'examen du parcours thématique de la littérature capverdienne dans ses rapports avec les autres littératures lusophones du continent, c'est l'évacuation de la dimension culturelle noire comme constitutive de l'identité capverdienne. En effet, cette préoccupation est absente chez les écrivains de l'archipel, surtout chez ceux de Claridad, 1936. Peut-on considérer qu'il y a eu ici dans la quête de l'identité du Cap-Verdien, primauté des données physiques et économiques sur les valeurs culturelles de l'homme insulaire? Si, comme l'annonçaient les Claridosos dans leur manifeste, la Cabo-Verdianidad doit s'entendre comme la quête de toutes les valeurs intrinsèques de la société de l'archipel, néanmoins, la part du continent noir dans la célébration des origines africaines, quand elle n'occupe pas une place fort limitée dans le projet de Claridad de la première phase, y demeure quasi inexistant. La contribution de l'Afrique, héritage que Claridad rejette, car il se ramènerait à quelques survivances sans grande signification, qui auraient pu enrichir la thématique du premier mouvement littéraire capverdien,
en ceci qu'on aurait pu parler ici aussi du phénomène de la négritude dans la quête des racines de la population de l'archipel, a été tout simplement occulté. Toute une polémique a été alors développée et entretenue autour de cette question, soit par des critiques littéraires et des sociologues, par exemple Gilberto Frère, soit par la génération postérieure du supplemento cultural, qui, très lié au mouvement nationaliste de 1958, faisant de l'héritage africain non un épiphénomène, c'est-à-dire des valeurs résiduelles sans grande importance, mais la revendication culturelle, sinon majeure, du moins essentielle, qui devait permettre la libération du pays, dans cette phase de désaliénation culturelle, et son retour au continent dans le projet d'union politique avec la Guinée-Bissau. En cela, les écrivains du supplemento cultural épousaient pleinement la thèse d'Amilcar Cabral sur le rôle de la culture dans la lutte de libération nationale. Si au Cap-Vert, la définition du concept de culture est difficile à cerner, et si certains mettent l'accent sur l'ambivalence de la formation de la société, entre l'Afrique et l'Europe, d'autres, comme les claridosos, privilégient la spécificité de la culture créole qui serait plus proche de l'Europe, du Portugal et du Brésil que de l'Afrique. La thèse de Gilberto Frère sur cette question, qui écarte toute prétention à une culture lusotropicaliste de l'archipel, place plutôt le Cap-Verdien dans une situation d'incaractérisation et d'instabilité culturelle. Pour le sociologue brésilien, tenant du concept de lusotropicalisme, la parenté entre les populations capverdiennes et les cultures lusotropicales telles qu'elles existent au Brésil serait fort vague. Le Cap-Verdien serait donc plus proche de l'Africain que du Brésilien. On connaît la réplique de Baltazar Lopes da Silva, dans une série d'émissions radiodiffusées de la station régionale de Barlavento, et publiée en 1956, sous le titre Cabo Verde Visto por Gilberto Frère, où l'auteur explique d'abord l'engouement que lui et ses compagnons de génération nourrissaient, au départ à l'égard de la littérature brésilienne, qui leur avait servi de référence, mais où il tente ensuite de réfuter la thèse du sociologue brésilien sur le caractère purement nègre ou négroïde de la société capverdienne. Ce débat autour de la question culturelle de l'archipel du Cap-Vert doit nous conduire à considérer avec précaution certaines prises de position qui ont été émises sur la problématique de la spécificité de l'identité culturelle des îles créoles. Si Onésimo Silveira appelle à une prise de conscience dans la littérature du Cap-Vert, à l'heure de la mobilisation pour l'indépendance nationale, la littérature devant servir, selon sa conception, de support au mouvement nationaliste, c'est qu'il taxe d'inauthentique et d'étrangère à l'unus ethno-social du Cap-Vert, la vision sous laquelle Claridad a développé la thématique de la sécheresse et de l'émigration. Il reproche à cette génération d'écrivains son engagement étroit aux côtés du peuple capverdien, victime de l'aliénation économique et culturelle. Voilà deux paramètres. La sécheresse et l'ethnoculturel africain que le porte-parole du supplemento cultural souhaiterait voir traité sous un jour nouveau. À travers cette critique de la démarche littéraire des claridosos, c'est le problème de l'idéologie qui est posé. Celle qui postule d'abord une nouvelle conscience au niveau de l'écriture, et la volonté claire et sans équivoque de l'intégration ou du retour sentimental de l'archipel à l'Afrique. Pierre Riva a raison quand il opte pour le concept de négrisme lousiste, qui serait plutôt applicable à l'archipel, vision d'un homme déchiré par son balancement ou son écartèlement entre deux cultures, et qu'il s'interroge sur l'enracinement africain du Cap-Vert. Cet enracinement africain, non sans problème, à la vérité, marque en fait l'émergence de l'Afrique comme réalité culturelle et modèle de civilisation. C'est parce que le continent africain a acquis son autonomie et sa dignité qu'il peut permettre l'identification, longtemps niée, aux valeurs de la négritude. Après avoir explicité ses points de repère sur la naissance, à partir de 1935 à 1936, et sur le développement de la thématique de la sécheresse dans la littérature des îles du Cap-Vert, avec ses implications culturelles et idéologiques, il nous reste à préciser un certain nombre de choix d'ordre méthodologique sur la démarche que nous avons adoptée concernant l'étude littéraire du thème de la sécheresse. Pourquoi d'abord ce titre de notre travail ? Le thème de la sécheresse dans la littérature des îles du Cap-Vert des origines à 1958. S'il nous a paru judicieux au départ, d'axer l'objet de notre recherche sur la littérature de ce pays voisin du Sénégal, c'est qu'au regard des autres pays lusophones d'Afrique,
l'archipel du Cap-Vert offrait l'avantage de présenter une certaine unité dans les thèmes qui apparaissent aussi bien au niveau de la poésie que de la prose. En examinant d'assez près les quelques éléments du corpus de notre projet de thèse, et compte tenu des travaux déjà réalisés sur la littérature de l'archipel, mais qui s'orientent vers d'autres voies, il nous est apparu tout de suite qu'une étude effectuée dans ce domaine ne serait peut-être pas dénuée d'originalité. C'est là, parmi d'autres motivations, la raison qui nous a poussés à opérer ce choix. L'abondance des matériaux que nous avons recueillis au cours de plusieurs années de recherche a, d'une part, confirmé cette option de départ, mais elle nous a imposé, d'autre part, en raison de l'importance du corpus réuni, de délimiter notre sujet. Ainsi, comme dans toute recherche de ce genre, nous avons voulu partir d'un point de départ, ici des origines de cette thématique, pour aboutir à une date limite 1958 dans ce cas précis. Dans la littérature des îles du Cap-Vert, il s'est avéré que les origines de la thématique de la sécheresse remontent à la deuxième moitié du XIXe siècle, une époque encore marquée par l'école romantique. Nous verrons dans l'étude que nous avons réservée à cette période, que si ce thème était déjà présent, il était encore très hésitant, traité à la limite de façon un peu anodine et inconsciente. Remarquons aussi que dans cette période, c'est essentiellement au niveau de la poésie que l'influence de la sécheresse comme source d'inspiration se reflète. La prose, ou tout au moins la place du thème dans ce genre littéraire, n'étant pas encore cultivée à l'époque, c'est la conclusion à laquelle nous avons abouti avec les résultats de nos investigations. Jusqu'en 1947, date à laquelle fut publié Chiquinho, le premier roman capverdien de Baltasar Lopes da Silva, la poésie a été le genre de prédilection des écrivains du Cap-Vert. Le thème littéraire de la sécheresse, déjà exploité au niveau de la poésie avec l'école romantique de la deuxième moitié du XIXe siècle, connaîtra à partir de 1935 à 1936, avec Jorge Barbosa et le mouvement Claridoso, une véritable explosion et une grande expansion. Cette tendance se prolongera successivement avec les courants littéraires de Certeza, 1944, du Suplemento Cultural, 1958, du Boletim des Alumnos do Liceu Gileanis, 1959, et de Cello Parina do Novissimos, 1960. Si nous n'avons pas étendu l'étude de la sécheresse avec ses corollaires, la faim et l'émigration, au courant postérieur au mouvement littéraire du Suplemento Cultural, c'est que, d'abord avec les 3 premières générations des écrivains, nous avions une matière qui, associée aux 4 romans Chiquinho 1947, Chuva Brava 1956, Os Flageados do Vento Leste 1960, Mae Joaninha inédit, et aux 2 nouvelles A Feria do Eduardinho 1949, Chuva de Agosto 1958, où apparaît aussi ce thème, nous semblait suffisante pour aboutir à des conclusions valables. La deuxième raison qui nous a conduit à fixer les limites de cette étude à la date de 1958 trouve sa justification dans le mode d'écriture que les jeunes poètes des générations de 1959 et de 1960 ont adopté pour traiter cette même thématique. Si on peut parler de différences esthétiques ou de clivage idéologique entre Claridad, 1936, Certeza, 1944, et le Suplemento Cultural, 1958, dans leur vision de la sécheresse, il n'y a pas eu d'innovation sur le plan esthétique ni idéologique avec les mouvements postérieurs à 1958. Au contraire, il y a eu continuité dans la répétition des mêmes motifs littéraires, la sécheresse, la faim et l'émigration. On pourrait même parler ici d'une certaine tendance à un retour en arrière, donc à un archaïsme dans le nouveau mode d'écriture. Redondance et lyrisme enveloppent souvent les mêmes thèmes. C'est pourquoi nous considérons que 1958 marque une date limite dans l'apogée de la thématique de la sécheresse dans la littérature des îles du Cap-Vert. 1959, c'est déjà l'amorce d'une certaine décadence dans le traitement esthétique de la sécheresse et dans le renouvellement des sources d'inspiration. En débordant parfois dans notre étude sur la date limite de 1958, nous avons surtout voulu mettre l'accent sur la perspective que nous avons soulignée, c'est-à-dire sur la persistance et sur le manque d'apport esthétique dans la vision de la sécheresse chez les nouvelles générations. Le dernier point sur lequel nous voudrions attirer l'attention du lecteur, au plan des considérations méthodologiques, concerne le niveau de l'analyse, c'est-à-dire la manière dont nous avons envisagé l'étude thématique de la sécheresse.
Pourquoi une analyse diachronique et non synchronique de cette donnée littéraire? En optant pour une enquête chronologique, c'est-à-dire en menant notre étude poète par poète, au niveau du genre poétique, et auteur par auteur, sur le plan de la fiction, et en suivant l'ordre d'apparition des différents mouvements littéraires, nous avons surtout voulu marquer la genèse et l'évolution de ce thème selon la perspective, d'abord, de chaque école littéraire, ensuite des poètes et des auteurs. Nous pensons que la tâche eût été difficile avec la méthode d'analyse synchronique. C'est pourquoi avec le type d'étude que nous avons finalement retenu, nous avons défini des têtes de chapitre autour desquelles s'articule cette donnée littéraire. Ainsi, sous différentes visions, la sécheresse apparaît tantôt comme déterminisme physique, tantôt comme antinomique de la pluie. L'émigration s'annonce alors comme l'unique solution de survie. Ce sont là quelques lignes de force que nous avons cru retrouver avec la thématique de la sécheresse dans la littérature des îles du Cap-Vert. Si l'espoir dans un avenir meilleur marque une certaine présence dans cette littérature, c'est que, pensons-nous, l'écrivain capverdien vivait une situation d'oppression définie par la dialectique de la colonisation. C'est pourquoi l'espace littéraire de cette période est essentiellement caractérisé par des déterminants, la sécheresse, la faim, l'émigration, etc., qui entretiennent ce système de domination. En invoquant un futur radieux, qui s'identifie à notre avis, avec l'indépendance nationale, l'écrivain capverdien se faisant prophète entrevoit une ère nouvelle marquée par la présence en abondance de l'eau et par la disparition du fléau de l'émigration. L'eau qui permettra le développement de l'agriculture capverdienne, en maintenant la population sur place dans l'archipel, lui procurera le bonheur dans ses racines telluriques retrouvées. Il serait intéressant de voir, à travers l'opposition entre le présent et l'avenir, quel type de thématiques développeront par la suite les écrivains capverdiens, une fois la souveraineté nationale retrouvée. La littérature véhiculera-t-elle ici les mêmes motifs qu'autrefois? S'il y a changement d'orientation ou introduction d'autres modèles littéraires dans le nouveau mode de représentation de la réalité, cela signifiera-t-il qu'il y aura eu disparition des calamités physiques et amélioration qualitative de la situation socio-économique de l'archipel? La colonisation était-elle donc responsable de cette longue nuit de misère sociale, qui avait enveloppé de ses ténèbres l'archipel capverdien? Si au Cap-Vert, la littérature, à travers le réalisme critique, a toujours eu pour fonction sociale, depuis 1935 à 1936, la dénonciation d'une certaine injustice imposée au peuple insulaire, il lui appartiendra dans l'ère postcoloniale, de répondre à ces interrogations, que nous formulons dans la perspective de la Renaissance ou du renouvellement de sa thématique. Ce sont là des postulats que nous vérifierons dans la conclusion générale de ce travail. Chapitre 1. La découverte et la colonisation du Cap-Vert. 1. La découverte et la colonisation des îles du Cap-Vert. 1. Situation géographique. L'archipel du Cap-Vert fait partie de l'ensemble des 5 groupes d'îles atlantiques, Canaries, Madère, Açores et Sao Tomé. Avec les 3 derniers groupes d'îles, son destin est resté longtemps lié comme carrefour des voies maritimes, sous la tutelle du Portugal. Comme celle-ci, le Cap-Vert est situé dans l'océan Atlantique, à 455 km des côtes du continent africain, en face de Dakar. Il est compris entre les parallèles 14°48 et 17°12 de latitude nord et les méridiens 22°40 et 25°22 de longitude ouest de Greenwich. Il se trouve dans la zone de lutte d'influence entre l'Alizé du Nord-Est, la mousson atlantique et la masse d'air continentale, chaud et sec, venue du Sahel. Il comprend 10 îles et 8 îlots qui sont répartis en 2 groupes appelés Barlavento, au vent et Sotavento, sous le vent selon le vent dominant du nord-est. Le groupe de Sotavento comprend les îles de Maio, 269 km², Santiago 991 km², l'île la plus grande de l'archipel, Fogo 476 km² et Brava 67,4 km². Barlavento est composé de Santo Antão, 779 km², São Vicente, 227 km², Santa Luzia 35 km², l'île la plus petite, São Nicolau 388 km², Boa Vista 620 km², Sal 216 km².
À ces deux groupes, il faut rattacher les îlots do Passaros, Branco et Raso pour Barlavento, Santa Maria, Luís Carneiro, Sapada Grande et de Cima pour Sotavento. Cette disposition des îles du Cap-Vert en deux groupes bien distincts nous rappelle les Açores qui, composées de 9 îles orientées du sud-est au nord-ouest, sont formées elles aussi d'un groupe oriental, Santa Maria et São Miguel, et d'un groupe occidental, Flor et Corvo, auxquels viennent s'ajouter les îles de Terceira, Graciosa, São Aurore, Pico et Faial appelées communément A Ilhas do Baixo, ou groupe central. Tandis que ces îles recouvrent une superficie de 2388 km², l'archipel du Cap-Vert, avec 4033 km², est de loin plus grand que les Açores. La population totale est estimée à 296 093 habitants. Elle est ainsi répartie. Sotavento. Santiago, 145 923 habitants. Fogo, 31 115 habitants. Brava, 6 984 habitants. Maio, 4 103 habitants. Barlavento. Santo Antão, 43 198 habitants. São Vicente, 41 792 habitants. São Nicolau, 13 575 habitants. Boa Vista, 3 397 habitants. Sal, 6 006 habitants. Le taux de croissance de cette population a été de 0,8% entre 1970 et 1980. Il s'élevait à 1,8% pour le recensement de 1960 et de 2,3% pour 1950. Concernant donc ce dernier recensement, effectué en 1980, nous constatons que ce taux a diminué. Cela est dû, selon la Commission nationale de recensement, à la forte vague d'émigration des années 1970. Le chiffre de 296 093 habitants ne concerne que la population actuellement présente dans l'archipel. Pour la population émigrée, les résultats du dernier recensement n'en font malheureusement pas état. Faute de chiffres récents pour l'évaluation de la population émigrée, nous pouvons souligner que jusqu'à la veille de l'indépendance du pays, en 1975, il était généralement admis que les Capverdiens qui se trouvaient hors des frontières nationales étaient de loin plus nombreux que leurs concitoyens restés dans l'archipel. À cet égard, le recensement de 1970, établi pendant la colonisation, avançait les chiffres suivants. 270 000 Capverdiens à l'intérieur des îles et 450 000 à l'extérieur. La densité moyenne de la population était estimée à 75 habitants au kilomètre puissance 2 et représentait 340 habitants au kilomètre 2 cultivables. Ceci dénote une forte concentration de la population sur un espace habitable assez exigu. On ne peut pas parler ici d'une surpopulation ni d'un excédent populationnel de 100 000 habitants sur une population globale de près de 300 000. Si, au dire des démographes, l'archipel connaît une forte natalité. Plus de 40 pour 1000, chiffre presque égal aux taux les plus élevés du monde, 45 pour 1000 à Taïwan, ces effets sont rapidement annulés par un non moins important taux de mortalité à la naissance, 50,3% et 120% pour la mortalité infantile. Si on ajoute à ce fléau constitué par une mortalité très élevée, une émigration galopante qui a vidé l'archipel d'une partie très importante de ses habitants, on s'aperçoit vite que les îles sont loin d'être surpeuplées. 2. Le contexte historique. Avant de retracer, dans leurs grandes lignes, les conditions dans lesquelles l'archipel du Cap-Vert a été découvert et colonisé par le Portugal, au XVe siècle, il convient d'évoquer le contexte historique dans lequel cette puissance européenne a été amenée à se lancer dans une telle entreprise. La découverte et la colonisation des îles du Cap-Vert au XVe siècle s'inscrivent en effet dans le cadre du vaste projet de découverte maritime que le Portugal, principalement en la personne du prince Henri le Navigateur, avait mis en œuvre et qui devait aboutir à l'édification d'un grand empire outre-mer tant en Afrique qu'en Amérique et aux Indes. On peut s'interroger sur les raisons qui avaient poussé ce petit pays d'Europe méridionale, coincé entre sa grande voisine l'Espagne qui se composait à l'époque de la Castille, de l'Aragon et de la Navarre, à l'exclusion de Grenade qui était entre les mains des musulmans, et la mer, à se lancer dans cette série d'aventures maritimes, la conquête de la mer, au Mar Tenebroso,
alors que la reconquête chrétienne n'était pas encore terminée dans la péninsule ibérique. Si le Portugal avait déjà achevé cette reconquête depuis la prise de Faro en 1249, et si à la suite de la guerre de libération contre l'Espagne, il s'était érigé en royaume en 1179 sous Afonso Henrique, les musulmans ne devaient quitter définitivement la péninsule ibérique, en l'occurrence Grenade, qu'en 1492. Ayant alors consolidé très tôt ses frontières avec sa voisine, l'Espagne, au traité d'Alcañiz, en 1297, le Portugal n'avait plus aucune possibilité d'étendre son expansion territoriale vers le continent. Il s'était retrouvé enfermé dans des limites géographiques très exiguës, dans la situation d'une île. Est-ce alors le besoin d'espace vital qui l'a fait très tôt tourner son regard vers la mer qui l'entourait sur plus de 1000 kilomètres, favorisé en cela par sa situation géographique qui se trouve à l'extrémité occidentale de l'Europe. L'Europe est la face avec laquelle le Portugal regarde le monde, et par la facilité d'accès de ses ports, dont quelques-uns sont situés à L', embouchure de fleuves comme le Douro, le Tage, le Guadiana navigables sur une grande partie de leur parcours, et qui sont presque tous protégés naturellement contre l'action des courants aquatiques et la violence des vents. Si au début de l'expansion maritime portugaise, on s'est surtout attaché à lui attribuer un objectif purement religieux, l'extension de la foi chrétienne sur les territoires occupés par les musulmans, il semble plutôt que la raison profonde soit à rechercher dans la deuxième interrogation que nous avons formulée plus haut, car il s'agissait essentiellement d'une expansion commerciale sur la Méditerranée. Le Portugal connaissait en effet, à cette époque, une crise économique structurelle qui provenait du monopole des terres par la bourgeoisie seigneuriale et mercantile. Privés de terres, les paysans constituaient une immense main-d'œuvre qui souvent n'arrivait pas à s'employer dans les grandes propriétés, et ils affluaient de ce fait vers les villes. Cette situation empira dans le courant du XVIe siècle. Sortir de ce contexte socio-économique devait passer par ce qu'Antonio Sergio a appelé la définition de deux théories politiques nationales, c'est-à-dire la confrontation de deux doctrines économiques, l'une voulant privilégier le développement de la population à l'intérieur des frontières nationales, et l'autre souhaitant ouvrir le Portugal au reste du monde à travers l'aventure maritime. C'est cette deuxième théorie politique nationale, qui devait être envisagée comme solution aux maux dont souffrait le Portugal à l'époque. En effet, pris dans le piège d'un pays déjà pauvre à cette date, le remède à ce problème apparaissait dans l'expansion maritime qui a eu pour conséquence l'introduction de nouvelles richesses. Les épices et l'or, l'exportation et la fixation de cette main-d'œuvre sans emploi dans les îles et les territoires nouvellement découverts. Ce n'est donc pas un Portugal économiquement développé, techniquement avancé qui était à la recherche de débouchés pour écouler ses produits industriels et manufacturiers, mais plutôt un Portugal pauvre dans l'arrière-pays, dominé sur le littoral par une oligarchie de marchands et de grands financiers européens, principalement des marchands italiens et génois plutôt soucieux de s'approprier les richesses fabuleuses de l'Afrique et de l'Orient. Ces deux contrées auxquelles l'Europe, en général, et le Portugal en particulier, allaient s'intéresser à la fin du XVe siècle, connaissaient déjà un certain développement économique et faisaient l'objet d'un immense trafic maritime international dominé surtout par les Arabes. C'est pourquoi, l'Infante de Henrique qui représentait selon Antonio Sergio, la nouvelle bourgeoisie mercantile issue de la Révolution de 1383 s'employa avec tous ses moyens à l'édification de ce projet pour accéder au contrôle de ces nouvelles sources de richesse. L'ouverture de la frontière mondiale se fit d'abord par la côte et a commencé après la conquête de Ceuta, au Maroc, en 1415. Les plans de cette expédition avaient déjà été préparés dès 1413, comme il ressort du témoignage du Lille Conselheiro, définissant à cette équipée des objectifs purement économiques, à la réunion de Torres Nova en 1414. Le succès de cette entreprise allait précipiter l'Europe dans le progrès et le développement économique. À travers les contacts commerciaux qui suivirent avec les autres continents, c'était le début de l'occidentalisation, ou de l'européanisation du reste du monde. Ceuta servit de place forte pour contrôler le commerce de la Méditerranée, et de point d'appui aux découvertes postérieures portugaises des îles de l'Atlantique et des côtes africaines. L'importance de cette place était incontestable tant du point de vue stratégique que commercial. C'est ce que soulignent Valentin Fernandes et Duarte Pacheco Pereira.
Cet événement souleva un vent d'enthousiasme au Portugal et conforta l'Infant de Henrique dans son initiative. Il se vit conférer par la bulle de Martin V, en date du 25 mai 1420, le titre d'administrateur général de l'ordre de la milice de Notre Seigneur Jésus-Christ pour la défense de Ceuta et l'expansion de la foi. Ainsi stimulé par sa première prouesse et investi de ce nouveau pouvoir, l'Infant de Henrique poursuivit son action qui fut couronnée en 1419 par la découverte de Madère, tandis que celle des Açores survint une année plus tard, soit en 1420. Avec la découverte de ces archipels adjacents ou atlantiques, s'estompa peu à peu dans l'esprit populaire l'idée de la mer ténébreuse, pleine de mystères. Cependant, c'est quand Gilles Eanis doubla le cap Bojador en 1434, après plusieurs tentatives, que le début de la découverte portugaise venait d'être inauguré, et avant la fin du XVe siècle, les Portugais auront dépassé le cap de Bonne-Espérance et seront arrivés aux Indes, 1498. L'ère de la maîtrise de la navigation maritime venait de commencer, ce qui favorisa les nombreuses performances que les Portugais ont réalisées dans la conquête de la mer. La navigation maritime se développa donc assez rapidement grâce, d'une part, aux immenses moyens techniques dont disposait l'école de Sagres, et grâce, d'autre part, à la connaissance du régime des vents qui allait faciliter désormais les voyages à longue distance. Ainsi, après la reconnaissance de la côte qui vit la découverte des archipels atlantiques les plus proches, Madère et Açores, les navigateurs portugais s'aventurèrent désormais de plus en plus loin. C'est au cours d'un de ces voyages qu'Alvaro Fernandes et Nuno Cristão abordèrent, en 1446, le continent africain sur sa partie occidentale, précisément le golfe de Guinée. Cet événement et les contacts ultérieurs que les Portugais eurent avec cette région ont été relatés par Gomes et Anis de Azurara dans sa Chronica dos Feitos de Guinée écrite probablement entre 1452 et 1453, sous la recommandation de L'Infant de Henrique, et dont le manuscrit se trouve conservé à la Bibliothèque nationale de Paris avec l'indication de Codais Parisino. Il aurait été écrit soit entre 1473 et 1474, soit entre 1481 et 1485. Ce Codais Parisino est la version du premier volume de la Chronica dos Feitos Notáveis da Conquista de Guinée. L'importance stratégique de cette zone africaine était étroitement liée au contrôle des îles Canaries, ce qui devait faire l'objet d'un long conflit entre les rois de Castille et ceux du Portugal. Selon plusieurs historiens, ce seraient les Portugais qui auraient découvert l'archipel des Canaries au XIVe siècle, sous Afonso IV. Celui-ci en aurait informé le pape Clément IV dans un document en date du 13 février 1345. Malgré plusieurs tentatives de peuplement par des Fernando grâce aux donations des îles de Lanzarote et de Gomera, il s'était heurté à l'hostilité des Espagnols. Les Portugais finirent donc par abandonner toute prétention sur cet archipel au traité d'Alcasova, en 1580, année où les Canaries furent définitivement rattachées à la couronne espagnole. L'enjeu était grand pour les Portugais, car posséder cet archipel signifiait pour eux contrôler le commerce de la côte de Guinée. C'est pourquoi, comme l'affirme Jaime Cortesão, la réalisation de ce vaste projet n'avait jamais cessé d'être au centre des préoccupations des souverains du Portugal, depuis des Duarte, des Afonso V et des João II. L'ampleur de cette entreprise de découverte maritime, qui avait débuté par l'exploration de quelques îles de l'Atlantique, telles que Madère, les Açores, ensuite par la reconnaissance du continent africain, devait se poursuivre par la découverte d'autres îles de cet océan dont les souverains portugais voulaient faire coûte que coûte leur domaine réservé au Mar Português. C'est à la course pour la possession de ce Mar Clossum, ou Mar Nostrum Lusitano, que se situe la découverte de l'archipel du Cap-Vert. 3. La découverte de l'archipel. Ainsi, après les îles Atlantiques, Madère, Açores, et les côtes du continent africain, mais avant Sao Tomé et Principe où João de Santarém et Pedro Escobar n'abordèrent qu'en 1470, quand sous les ordres du roi Afonso V, 1432 à 1481, ils étaient à la recherche du prêtre Jean l'empereur chrétien Éthiopie, et le Brésil où Pedro Álvares Cabral aborda en 1500, les îles du Cap-Vert furent découvertes en 1460, selon la thèse officielle. Aucune découverte n'aura soulevé autant de controverses que celle de l'archipel du Cap-Vert,
parmi le vaste projet d'exploration maritime portugaise des XVe et XVIe siècles, tant du point de vue de l'obscurité qui entoure l'identité de son auteur ou de ses auteurs, de la date exacte où celui-ci ou ceux-ci y abordèrent, que de la nature de l'habitat humain qui y existait à l'arrivée des premiers navigateurs européens. Les thèses les plus contradictoires ont circulé sur toutes ces questions, mais on a fini par en écarter un grand nombre qui apparaissaient aux historiens comme très fantaisistes. Concernant la paternité de la découverte de l'archipel, si à un moment donné, on a avancé avec insistance les noms de Diogo Gomes, Antonio de Noli ou de Nola, Genevois, et Luís de Cadamosto, les deux premiers finirent par s'imposer comme étant les véritables auteurs de la découverte de ce groupe d'îles au large des côtes africaines. Cependant, la thèse qui attribue la découverte du Cap-Vert à Cadamosto a persisté pendant longtemps et a trouvé des défenseurs acharnés, d'abord à cause de la personnalité de celui-ci qui n'en était pas à son premier voyage en Afrique. Il aurait déjà séjourné au Sénégal vers 1445 et en aurait effectué un autre en compagnie d'Antonio de Noli, mais surtout à cause de la description vraisemblable qu'il donne de la faune et de la flore de l'archipel tel Q'. Il les avait trouvés au moment où il prétend y avoir mis les pieds vers 1458, et d'après la relation qu'il en a donnée en 1463, à son retour en Europe. Bien que Cadamosto ait déclaré avoir découvert le premier l'archipel du Cap-Vert, principalement l'île de Santiago, le 1er mai 1446, cette affirmation a été combattue par des historiens du XIXe siècle, en particulier Lopez de Lima qui démontre que ce dernier ne fait que s'approprier le récit du véritable auteur de la découverte. L'unanimité s'est donc faite autour du navigateur portugais Diogo Gomes et du Genevois Antonio da Noli, qui étaient au service du prince Henri le Navigateur, comme étant les auteurs de la reconnaissance des premières îles de l'archipel. Ces deux navigateurs ont été reconnus comme ceux qui ont bien découvert l'archipel du Cap-Vert, mais seulement une partie, le reste ayant été révélé plus tard par un autre marin. Les premières îles que Diogo Gomes et Antonio de Noli ont découvertes sont celles du groupe de Sotavento, sous le vent, à savoir Santiago, Maio et Fogo, qu'il aurait été le 1er mai 1460, et plus tard Boavista le 3 du même mois. Ces premières îles auraient été abordées par ces deux navigateurs lors d'un voyage de retour de la Guinée, au mois de mai. C'est pourquoi l'une des îles porte le nom de Maio. L'autre groupe d'îles qui compose l'archipel, São Vicente, Santo Antão, São Nicolau, Brava, Santa Luzia, c'est-à-dire le Barlavento a été découvert soit en 1460, soit entre 1460 et 1462 selon les historiens. On peut cependant affirmer avec certitude qu'U'. En 1462 toutes les îles étaient connues des Portugais, comme en témoigne la lettre de donation faite par D. Afonso V du Portugal, le 19 septembre 1462 où toutes les îles étaient mentionnées. C'est le navigateur Diogo Afonso qui aurait découvert le groupe de Barlavento entre 1461 et 1462. Voilà donc réhabilité, du côté de l'historiographie portugaise, les trois véritables figures de la découverte de ces îles perdues au milieu de la mer, oubliées dans un coin du monde. Reste de quel continent ? À ce problème épineux de la découverte de l'archipel s'en trouve lié un autre non moins ardu, celui de savoir si les îles du Cap-Vert étaient connues ou habitées avant l'arrivée des Portugais. Là aussi plusieurs thèses n'ont pas manqué de s'affronter. À première vue, si cet aspect du problème paraît anodin et sans importance scientifique, il a revêtu tout au contraire pour les Portugais un intérêt géopolitique, car ceux-ci cherchaient à justifier et légitimer leur occupation par le droit de la primauté de la découverte, tel qu'il devait ressortir du traité de Tordesillas 1494, véritable droit international de l'époque, qui entérinait la division du monde en deux zones d'influence, espagnole et la portugaise. À notre avis, c'est cette raison qui a poussé les historiens portugais, partisans de la thèse de l'antériorité de la découverte portugaise, à occulter rapidement toutes les autres hypothèses qui prétendaient que l'archipel était déjà connu, et qu'il était même peuplé avant que les navires de Diogo Gomes et d'Antonio de Noli y jettent l'ancre en cette date contestée de 1460. N'emboîtons donc pas hâtivement le pas à la version officielle, ni à Jorge Barbosa, qui dit dans un de ses poèmes « Quando o descobridor chegou a primeira ilha. Nem homens nu. Nem mulheres nua.
Espraitando. Inocentes medrosos. De traces da vegetação. Si Diogo Gomes et Antonio de Noli, en débarquant sur la première île, Santiago, n'ont pas rencontré signe de vie humaine, encore qu'ils se soient tout simplement contentés de longer la côte, sans pénétrer profondément à l'intérieur des terres, on ne peut pas affirmer, comme l'ont fait certains historiens portugais, que les îles du Cap-Vert étaient vierges de tout contact humain. En effet, faisant contrepoids à la the accent aigu se officielle, d'autres historiens, dépourvus de tout préjugé chauvin, poussés uniquement par leur curiosité scientifique, ont essayé d'aller au-delà de cette the accent aigu se en avançant des hypothèses allant dans le sens de la connaissance et du peuplement de l'archipel par des groupements humains de la zone voisine, en l'occurrence le Sénégal, bien avant l'arrivée des caravelles de l'Infant de Henrique. La polémique surgit lorsque João da Silva Feijóo visita l'archipel en 1773 et défendit la thèse selon laquelle au moment de la découverte, l'île de Santiago aurait été habitée par des Wolofs, ethnie du Sénégal, qui auraient fui la persécution des Félupes, leurs voisins. À notre avis, cette possibilité n'est pas à écarter, car elle pourrait avoir un fondement scientifique si l'on considère d'abord la proximité des îles du Cap-Vert par rapport à la presqu'île du Cap-Vert dont elles portent d'ailleurs le nom, ensuite par l'activité des habitants de cette côte qui sont essentiellement des pêcheurs et qui auraient pu s'aventurer jusqu'à ses limites, et même s'y fixer, attirés par l'abondance du poisson et surtout par le sel des îles de Sal et de Maio. Grands pêcheurs disposant d'embarcations très solides capables de franchir de longues distances, les lébous de la presqu'île du Cap-Vert auraient bien pu se livrer à ce trafic. Jaime Cortesão penche pour cette hypothèse dans Os Descobrimentos, se référant à la cartographie, à l'économie et à la valeur que le sel représentait pour les populations de cette zone. Il ne serait donc pas impossible que les populations de la côte du Sénégal aient connu certaines îles de l'archipel du Cap-Vert, particulièrement celles de Sal et de Boa Vista, qui étaient surnommées Ilhas das Tartarugas. Almerindo Lessa reconnaît l'existence de l'archipel depuis le XIIe siècle, date à laquelle les Arabes le mentionnent lors de leur tentative pour franchir l'autre rive de l'océan Atlantique. Il ajoute qu'il serait même probable qu'au XIVe siècle, les navigateurs musulmans soient parvenus aux îles de Sal et de Boa Vista, et que même les Noirs du Sénégal aient pratiqué là leur commerce maritime. Ces deux thèses de Jaime Cortesão et d'Almerindo Lessa confortent l'hypothèse que nous avions émise plus haut, quant à la possibilité d'une connaissance et d'un peuplement par des Noirs, antérieure à l'arrivée des Européens. Mais sur ce plan Almerindo Lessa s'empresse de dire « Ma eram deshabitadas nelas nao. Tinha vivido j'entende da chegada do portugueses, pelo menos vivido habituellement ». La contradiction que nous relevons ici est qu'Almerindo Lessa reconnaît la présence de Noirs et leur activité commerciale dans l'archipel avant la découverte portugaise, mais réfute toute idée allant dans le sens d'une permanence de ceux-ci dans ces îles. Mais alors comment expliquer ce commerce maritime dont parle Almerindo Lessa, qui était pratiqué par les Noirs? Peut-on imaginer un commerce à sens unique? Si commerce il y avait, il devait être fait entre deux partenaires, en l'occurrence les lébous pêcheurs de la côte du Sénégal et un autre groupe originaire ou migrant établi dans l'archipel. Nous comprenons que ce qui gêne Almerindo Lessa et la plupart des historiens portugais spécialistes de la période des découvertes, c'est d'admettre que les Portugais avaient été précédés par d'autres peuples. Pour revenir à cette thèse de la découverte de l'archipel du Cap-Vert, nous avancerons, à la suite de certains historiens, qu'il se pourrait que ce soit ces pêcheurs sénégalais de la baie de Bézéguiche dont l'audace a été reconnue par les premiers navigateurs portugais avec qui ils étaient en contact dès leur arrivée en ces lieux, en 1444, qui auraient pu parler aux Portugais de l'existence de ces îles et de la façon de s'y rendre. Cela pour dire tout simplement que ces îles étaient familières à ces pêcheurs depuis qu'ils allaient, il y avait fort longtemps, y pêcher et y chercher du sel. C'est ainsi que Jaime Cortesão affirme, dans Os Descobrimentos, Podemos, dar como assente que os negros de ses pequeños estados, muitos del impulsionados pelos arabos formados na sua escola possoiam conhecimentos geográficos que podiam ter beneficiado aos portugueses. En occultant cette thèse, les Portugais ont voulu s'approprier la découverte de l'archipel, pour des raisons que nous avons développées plus haut, et écarter en même temps les Africains comme acteurs de l'histoire.
Notre assertion pourrait trouver son fondement dans les sources classiques et arabes où plusieurs auteurs mentionnaient déjà, bien avant l'arrivée des premiers Européens, l'existence de ces îles sous divers noms. Ainsi Hélène Sanso affirme que les îles du Cap-Vert pourraient être les îles Fortunées dont parlait Ptolémée, si l'on considère la latitude et la longitude données par celui-ci. Mais cette thèse de l'assimilation du Cap-Vert aux îles Fortunées a été réfutée par beaucoup d'historiens dont des João de Castro. Selon lui, il n'est pas honnête de faire une telle affirmation si l'on considère les deux climats, les îles Fortunées étant présentées par les anciens comme jouissant d'un merveilleux climat. Un autre historien, Duarte Pacheco Pereira, a identifié les îles du Cap-Vert avec les îles Asperido Promontorio dont parlaient aussi les auteurs de l'Antiquité classique. L'auteur de l'article que nous avons cité plus haut nous dit qu'il ne partage pas cette thèse, car il se demande comment les Hespérides qui seraient, selon Pline, des jardins enchanteurs seraient devenus des rochers désertiques, Cap-Vert. À cette critique de l'auteur, nous répondrons que de Pline, donc de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, 395, chute de l'Empire romain à la prise de Constantinople 1453, européen et qui correspond à la date à laquelle les Européens ont commencé à visiter l'Afrique, le Sahara a eu largement le temps de se désertifier grâce à l'action combinée de l'homme et de la nature. Et n'oublions pas que le Cap-Vert qui se trouve dans le prolongement de cette zone a subi l'influence de ce phénomène. Pour l'auteur, cependant, ni le Cap-Vert, ni les Canaries, ni Madère et les Açores, toutes les îles atlantiques en somme, n'étaient connues des anciens. Toutefois, selon lui, ces îles ont été seulement visitées par les Phéniciens qui étaient de grands navigateurs. Ces 5 groupes d'archipels étaient bel et bien connus des anciens qui les désignaient aussi sous le vocable de Macaronésia. Le Cap-Vert étant cependant l'archipel le plus africain, vu sa proximité par rapport au continent noir. Les anciens ont cru voir en lui les restes de l'Atlantide, continent immergé dont la légende a longtemps persisté. En défendant l'idée contraire, selon laquelle ces archipels atlantiques n'étaient pas connus des anciens, l'intention de l'auteur est claire. Il veut accréditer l'idée selon laquelle les îles du Cap-Vert ont été seulement découvertes avec l'arrivée des Portugais. So quando a Caravlado infante de Sagre, vencendo pouco a pouco a hesitação primitiva, foram devandando os mistérios oceanicos, desacreditando landa seculares, apareceram no mapa mundi estas ilhas tão desolada. Si ces îles étaient inconnues avant l'arrivée des Portugais, et inhabitées, comment expliquer alors les signes qui attestent une présence humaine antérieure, surtout à Santiago? On a trouvé en effet, au moment où les Portugais commencèrent à s'installer dans l'archipel, des vestiges qui indiquent l'établissement d'une civilisation passée. Ainsi y avait-il des murs de pierre empilés qui rappellent les dolmens de l'âge de la pierre. Il est admis aussi qu'on a trouvé dans certaines parties de l'île de Santo Antão, Ribeira da Janela et de l'île de São Nicolau des inscriptions rupestres gravées dans les rochers. Tout cela montre, à notre avis, que l'archipel du Cap-Vert était loin d'être ignoré des hommes avant l'arrivée des Européens, et qu'il a bien pu y avoir là une civilisation assez durable. Que l'on mette les vestiges de cette civilisation sur le compte des Phéniciens, ou de peuples autres que des peuples africains qui se trouvent pourtant à proximité ne nous paraît pas très crédible. Nous nous trouvons là en face d'une théorie similaire à celle qui avait prévalu durant toute la colonisation de l'Afrique, en général, et qui voulait que les Noirs n'aient jamais été bâtisseurs de grandes civilisations. Partout où l'on a rencontré sur le continent les vestiges d'une brillante civilisation, on a mis cela au bénéfice de peuples blancs ou métis, les Noirs apparaissant aux yeux de ces historiens comme incapables biologiquement d'œuvres d'art grandioses. L'exemple du Zimbabwe est là pour en témoigner. Il paraît tout de même singulier que durant toute la période de la colonisation de l'archipel du Cap-Vert, l'on se soit évertué à grand renfort de théories à accréditer cette thèse, et plus grave encore à notre sens, à vouloir détacher ces îles, restes de quel continent? Selon Jorge Barbosa, du continent africain dont elles ne se trouvent pourtant éloignées que de quelques 500 km, 500 km. Tout prouve à notre avis, de par la nature du climat semi-désertique, de la flore, que cet archipel appartient bien à l'Afrique. La géomorphologie et la tectonique de ces îles sont les mêmes que celles que l'on retrouve sur la presqu'île du Cap-Vert sénégalais, dont les roches de formation basaltique attestent une origine volcanique. Il n'est que de citer les cônes encore visibles du volcan éteint des Mamelles à Dakar,
et le volcan qui était encore en activité jusqu'en 1952 à l'île de Fogo. La séparation de l'archipel du Cap-Vert du continent africain proviendrait tout simplement de la dérive des continents qui, comme chacun le sait, s'est produite à un moment donné de l'histoire de la Terre, à l'ère des glaciations, selon la théorie de Wagener. Vouloir donc présenter les îles du Cap-Vert comme un ensemble bien distinct du continent voisin, n'ayant jamais maintenu de contact avec celui-ci, ignoré de toute peuplade africaine et n'ayant été mis à jour que par la grâce des Portugais, nous semble relever, au-delà du chauvinisme, du manque d'esprit scientifique. Malheureusement, l'état actuel des connaissances en matière d'histoire africaine de cette période qui n'était pas écrite ne nous permet pas d'avancer davantage sur ce terrain, d'autant plus qu'à notre connaissance, la mémoire collective des populations de cette côte du Sénégal n'a pas enregistré de tels faits. Encore faudrait-il mener des enquêtes auprès de celles-ci pour recueillir les témoignages des sages, détenteurs de la tradition orale, et les confronter avec les thèses de historiens tels que Feijo pour corroborer la véracité de celles-ci. Nous reconnaissons que l'histoire de l'Afrique du Moyen Âge reste très parcellaire, et tant qu'un travail d'investigation très sérieux ne sera pas mené, des historiens comme Lopez de Lima continueront à porter la contradiction aux quelques thèses qui ont été formulées dans le sens de la reconnaissance de l'antériorité de l'établissement de peuples africains dans l'archipel du Cap-Vert, même si les arguments que ces détracteurs fournissent le plus souvent ne semblent reposer sur aucune base scientifique très solide. Comme nous l'avions annoncé au début de ce chapitre, l'histoire de la découverte de l'archipel du Cap-Vert et la question de savoir s'il avait été fréquenté par d'autres hommes, en particulier des Africains, autres que des Blancs, Phéniciens et Portugais, ont soulevé beaucoup de passions et de polémiques. On a assisté durant toute la période de la colonisation de ces îles par le Portugal, à la confrontation de plusieurs thèses parfois des plus contradictoires et fantaisistes. Conscient du fait que nous ne pourrons épuiser ici la matière en rendant compte de toutes ces thèses, nous avons néanmoins tenté de montrer l'enjeu qui motivait l'élaboration de celle-ci. La volonté pour la puissance tutrice de démontrer la primauté de la découverte et ainsi de légitimer son occupation. C'est dans ce cadre seulement qu'il faut comprendre la récusation hâtive de toutes les thèses qui présentaient un tant soit peu de sérieux, car allant dans le sens de la réhabilitation de l'histoire africaine. Nous demeurons cependant convaincus que cette question épineuse de l'histoire de cette partie du continent africain reste à écrire. 4. La formation de la société capverdienne. Les populations capverdiennes, telles qu'elles se présentent aujourd'hui dans leur grande majorité, sont le résultat d'un long processus de métissage commencé dans les premiers temps de la colonisation de l'archipel. À l'exception de l'île de Santiago où l'on note 62,5% de Noirs, le reste du pays est presque entièrement composé de métis. Le métis capverdien provient du croisement de diverses races venues d'horizons différents, dont le portugais du XVe et XVIe siècle, et l'Africain de la côte de Guinée et de la Sierra Leone. Les premiers colons blancs qui s'installèrent dans l'archipel étaient quasi exclusivement représentés par des hommes. Ce sont ceux-ci qui s'unirent avec les femmes africaines, donnant ainsi naissance aux premiers métis qui apparurent vers 1582. Les colons étaient encouragés dans leur action par un « alvara » royal qui obligeait chaque propriétaire à prendre femme parmi ses esclaves. Ce terme « prendre femme parmi les Africaines » pouvait signifier deux choses bien différentes. Le colon pouvait soit se marier avec celle-ci, ce qui arrivait très rarement, soit vivre en union libre avec elle. Il était très fréquent que les colons vécussent avec plusieurs femmes à la fois. Très tôt donc, on assista à l'apparition d'une société. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.